Sud Radio, les clés d'une vie, 13h20, 14h, Jacques Pessis. Sud Radio, les clés d'une vie, celle de mon invité. Vous avez connu la comédie inhumaine avant de passer à d'autres actes. En recherchant le calme, vous avez déclenché les tempêtes, mais dans les librairies. Vous cultivez le bonheur. Nous avons celui de vous recevoir aujourd'hui. Bonjour, Jonathan Lehmann. Bonjour, Jacques. Alors, vous publiez Les Antissages du bonheur, qui est déjà numéro 1 des ventes en France. C'est un phénomène de société, un phénomène littéraire. Alors, on va l'évoquer, ce livre, bien sûr, mais on va revenir sur votre parcours totalement atypique, votre jeune parcours, et qui est la conséquence de ce livre. Alors, les dates, puisque c'est le principe des clés d'une vie, elles existent. 22 juillet 1987, ça ne vous concerne pas directement. C'est la sortie d'un film important pour vous. Écoutez la bande-annonce. Michael J. Fox is Bradley Foster. He came to New Le York secret de to mon make it succès. on his own. Et ça, c'est un film très important pour vous, Jonathan Lehmann. Oui, c'est un film auquel je pense souvent. C'était les années 80, ce modèle américain. Si tu veux être heureux, il faut que tu gagnes beaucoup d'argent, il faut que tu gravisses les échelons, que tu aies un statut social. Ce film, c'est un film où Michael J. Fox, il joue le rôle d'un jeune employé dans la salle de courrier, et progressivement, il va gravir les échelons pour devenir le PDG de la boîte, et c'est le happy end, et c'est vraiment l'exemple du bonheur à l'époque. Et donc, moi, c'est une formule que j'ai essayé de reproduire, et mon drame, ça a été que j'ai réussi à la reproduire à mon échelle, à devenir avocat à Wall Street, et je me suis rendu compte que j'avais beau avoir coché toutes les cases, j'étais pas heureux comme Michael J. Fox à la fin du film. Voilà, on va en reparler. Michael J. Fox, qui est aussi célèbre pour Retour vers le futur, qui est plus que jamais un phénomène de société. Chaque fois qu'il y a une projection en France, au Grand Rex ou en tournée en province, c'est complet, et ce sont des fans qui ne lâchent pas les 3 séries, qui sont là pendant 6 heures pour regarder le film. C'est incroyable. C'est un phénomène de société. Donc, vous êtes né à Paris d'un père californien et d'une mère parisienne, et vos jeunes années ont été marquées par les séries télévisées que vous regardiez, Dynasty, Dallas, Jonathan Lehmann. Oui, c'est dans la même veine que Michael J. Fox. À la maison, je me souviens qu'on regardait religieusement Dallas et Dynasty, et c'était encore une fois, dans ces années-là, le même message qui était donné, que le bonheur, c'était la réussite. Voilà. Et Dallas, d'ailleurs, au départ, a démarré pour 5 épisodes. Les critiques ont été catastrophiques. On a dit que c'est une série limitée à l'avenir limité. Résultat, des ventes dans 65 pays. Ouais. Alors, donc, vous faites des études très sérieuses avec le but, justement, de concrétiser le rêve américain. C'est le bac, des écoles de droit. Enfin, ça prend des années, tout ça. Oui, c'était des années. Vous savez, moi j'ai grandi, j'étais au lycée quand on commençait à parler vraiment du chômage, et moi j'avais cette peur en fait de me retrouver sans ressources, et donc il fallait que je repose, que je compte sur moi-même, que je réussisse, et donc j'ai essayé vraiment de faire les meilleures études possibles. Ça m'a amené à faire du droit aux États-Unis, et ce qui m'a amené en fait assez vite, sans que je m'en rende véritablement compte, à Wall Street. Et effectivement, Wall Street, ça a été arrivé. Il faut savoir que le rêve américain dont on parle aujourd'hui, et dont on parlait à votre époque d'études, c'est pas nouveau. En fait, le premier rêve américain, c'est le roi d'Angleterre qui l'a utilisé pour stimuler l'immigration et dire aux Anglais, allez découvrir la Nouvelle-Amérique et vous serez heureux. Wow. Puis ils ont finalement découvert des terres qui n'étaient pas si joyeuses que ça. Alors, donc, vous faites des études et vous vous retrouvez à New York et entrez dans un cabinet américain. Quand on est jeune et quand on est français, c'est pas simple, Jonathan Lehmann. Non, c'est pas simple. C'était un monde que je connaissais pas. J'étais avec des gens, j'avais l'impression qu'ils lisaient le Wall Street Journal depuis qu'ils étaient petits. Je me sentais pas à ma place, mais en même temps, j'arrivais à faire le travail qu'on me demandait de faire. On me payait beaucoup d'argent. J'avais pas d'autre idée de ce que j'allais faire de ma vie, donc c'était difficile d'envisager autre chose. Oui, mais c'était des heures passées dans des dossiers, dans la rédaction d'actes. C'était épuisant. Ouais, c'était très difficile. C'était des heures et des heures. C'était souvent 7 jours sur 7. C'était parfois jusqu'à 4 ou 6 heures du matin. Pourquoi ? Parce qu'il fallait être les meilleurs, les plus performants ? Oui, vous savez, je faisais ce qu'on appelle des fusions-acquisitions, donc des achats quand une boîte rachète une autre boîte, et c'est des transactions qui doivent aller très très vite, et où il faut être extrêmement réactif, et donc voilà, on travaille la nuit, on travaille le week-end, on travaille très très vite. Voilà. Et il y a une série américaine que vous connaissez peut-être qui résume tout ça, ce qui est Damage, avec Glenn Close. Oui, je ne sais pas si vous l'avez vu. J'en avais vu quelques épisodes. C'est absolument passionnant. Ouais. Et c'est exactement la vie d'une avocate américaine sans scrupules, parce que c'est aussi un monde sans scrupules là-bas. Oui, en tout cas, c'est un monde qui est très tourné autour d'une question principale, qui est la question de l'argent. Alors ça vous a amusé longtemps, et un jour vous en avez eu marre ? En fait, ça m'a jamais vraiment tant amusé que ça.
bien sûr, passer de statut étudiant à me balader en limousine, aller dans les meilleurs restaurants, pouvoir m'acheter ce que je voulais, c'était quelque chose qui, je vais pas mentir, qui était agréable, mais on s'adapte à ça. C'est le phénomène qu'on appelle l'adaptation hédonique. Et très vite, on se rend compte que ça vient pas nous nourrir véritablement. C'est une prison dorée. Exactement. Et à l'époque, vous mangiez absolument n'importe quoi. C'était à tout moment, fallait se nourrir, mais c'était pas terrible pour la santé. Oui, non, c'était que ce soit la nourriture, que ce soit les McDo ou la nourriture industrielle, mais c'est aussi d'autres choses que je consommais. Je consommais des substances. Parce qu'il fallait tenir. Parce qu'il fallait tenir et parce qu'il fallait aussi, si vous voulez, j'étais obsédé par l'histoire de ma vie. J'étais obsédé par savoir qu'est-ce que je vais faire de ma vie, comment je vais me sortir de cette prison dorée. Est-ce que je vais réussir aussi à me maintenir, parce que c'était ça le paradoxe. Et donc, quand arrivait le week-end, j'avais aussi besoin de débrancher. Et pour débrancher, j'avais accès à des substances. Voilà. Mais il faut savoir qu'aux États-Unis, curieusement, dans certaines séries, la cigarette est proscrite en dépit de ces substances. Lucky Luke, par exemple, série de bande dessinée célèbre, on a remplacé dans la série animée sa cigarette traditionnelle créée par Maurice par un brin d'herbe. Ah oui. Parce que ça fait plus sérieux. Ouais. Et puis, mais est-ce que vous étiez un cas unique ou est-ce que d'autres étaient comme vous, Jonathan Lehman? Non, il y avait beaucoup de gens qui étaient comme moi. Après, les addictions, elles peuvent prendre des formes différentes. Mais je pense qu'on était beaucoup à avoir besoin d'aller soulager quelque chose à l'intérieur de nous qui demandait un peu de répit, un peu de simplicité, un peu de connexion à l'ici et maintenant. Voilà. Et ça a changé. On en parle dans quelques instants avec une autre date importante pour vous, le 24 novembre 2014. À tout de suite sur Sud Radio. Jacques Pessis. Sud Radio, les clés d'une vie, celle de mon invité Jonathan Lehman. Alors, ce livre, Les sièges du bonheur, est numéro 1 des ventes en ce moment. On va en reparler. Mais le cheminement classique, c'est les dates. Et une date importante qui a mené d'ailleurs à ce livre, c'est le 24 novembre 2014. Ça vous dit quelque chose? C'est la première vidéo sur votre chaîne YouTube. Ah. C'est ce jour-là qu'elle a été postée. Et pour la première fois, vous proposez des méditations guidées. Oui. Comment c'est né ça, cette chaîne YouTube? C'est né d'abord d'une lecture, la lecture du livre de Eckhart Tolle sur la tyrannie du mental, ce livre qui s'appelle Nouvelle Terre et qui m'a donné comme un mode d'emploi de la vie, mais qui était la théorie. Et j'ai compris que pour mettre ça en pratique, c'est-à-dire pour me désidentifier de mon mental, pour renforcer mon attention et pour apprendre à mieux connecter à l'instant présent, il n'y avait pas d'autre choix que de pratiquer la méditation. La méditation, on sait aujourd'hui, vu l'explosion des études scientifiques sur la question, c'est une hygiène du cerveau qui est aussi importante que pour les dents, de se brosser les dents, ou que le sport pour le corps. Il faut savoir que Eckhart Tolle, c'est un Allemand canadien qui a eu un immense succès avec un livre, c'est Le pouvoir du moment présent et Nouvelle Terre, que vous avez traduit, et qui s'est vendu à 35 millions d'exemplaires. Oui, c'est incroyable. Alors, je l'ai pas traduit. Vous l'avez lu, et ça a changé votre vie, parce qu'à l'époque, je reviens au passé, vous travaillez toujours dans un cabinet américain, vous n'en pouvez plus, et vous revenez en France, travailler pour les Américains, et puis un drame se précise, c'est la maladie de votre père. Et ça a changé votre vie. Oui, absolument. Et ça a été le déclic qui m'a poussé à quitter le cabinet d'avocat et à me poser des vraies questions sur ma vie et comment vivre de la meilleure des façons. Il était atteint de la maladie à corps de Lewy, qui est une sorte de cousine de Alzheimer et Parkinson. Je pouvais plus trop parler avec lui, et donc j'ai décidé d'aller explorer ses racines, d'aller en Californie, de là où il venait, et c'est là-bas que j'ai été exposé au yoga, à une nouvelle manière de s'alimenter, et où j'ai découvert notamment les écrits de Eckhart Tolle et la pratique de la méditation. Alors, en fait, c'est pas arrivé tout de suite, puisque au départ, vous faites des études pour devenir entrepreneur. Oui, c'est ça. Vous voulez continuer? C'est ça. Enfin, oui, sauf que ce que je me disais, la première réalisation, c'était que je voulais plus avoir de patron, et que je voulais faire quelque chose de créatif. Et quand j'étais commencé à Los Angeles, je m'orientais vers des choses qui allaient pouvoir toucher l'intérêt général, mais j'étais vraiment quand même dans une dynamique de
essayer de trouver mon propre bonheur. Mais quand je me commençais à m'appliquer les principes et surtout les habitudes et l'habitude de la méditation à ma vie et que j'ai vu les changements incroyables, c'est là que j'ai vraiment eu envie de partager ça et que j'en suis arrivé notamment à publier cette première méditation guidée. Voilà. Alors, vous menez aussi une vie plus saine et vous découvrez aussi un festival important qui est le festival Burning Man. Qu'est-ce que c'est ? Ouais, le festival Burning Man, c'est un festival qui se passe dans le désert du Nevada, qui est très dur à décrire, qui est un regroupement d'artistes, de gens qui ont envie de célébrer la vie. L'argent est interdit là-bas, la publicité est interdite. C'est une économie de troc. Chaque personne est invitée à exprimer sa créativité, son originalité. Alors ça passe par le déguisement, ça passe par la création d'installations, ça passe par des véhicules mutants, toutes sortes de choses. C'est quelque chose de vraiment... Et puis moi, ça m'a vraiment redonné foi dans ma possibilité de créativité. Et c'est un jardinier paysagiste, Larry Harvey, qui l'a créé en 1986, je ne sais pas si vous le savez. Oui, si. Et il a au départ brûlé une effigie en bois de 2 mètres de haut. Après, elle était beaucoup plus haute. C'était le symbole d'un monde qu'il voulait voir disparaître. C'est ça. C'était une autre façon de vivre la vie qu'au travers de le monde corporate tel qu'on le décrit là-bas. Et le livre d'Eckhart Tolle, vous l'avez découvert comment, Jonathan Lehman ? Il m'a été recommandé une fois, puis et j'ai pas trop fait attention à la recommandation, puis une deuxième fois. Et quand j'ai eu la deuxième recommandation, je me suis dit tiens, c'est bizarre. Pourquoi est-ce que tout le monde me recommande ce livre ? Et voilà. Et je l'ai lu, et l'expérience de lire ce livre, ça a été comme jamais une expérience de lecture de ma vie. J'ai eu l'impression de lire le mode d'emploi de la vie. Oui, et vous êtes donc parti à la recherche du bonheur que Charles Trenet a chanté à plus d'une reprise. Le bonheur ne passe qu'une fois. Prenez-le quand il vous tend les bras. Prenez-le quand il vous tend les bras. Prenez le bonheur quand il vous tend les bras, c'est exactement... Écoutez un peu le répertoire de Trenet, qui lui était un philosophe du bonheur. Il disait « La vie est un rêve, de temps en temps traversé par un cauchemar, on le digère et le rêve recommence. Oui. » Et c'est comme ça qu'il faut vivre. Exactement. Et une des choses que j'ai découvertes, c'est qu'il n'y avait pas des gens heureux et des gens malheureux. On est tous en alternance de moments de bonheur et de moments de souffrance. Mais la grande différence entre les êtres, c'est quelle est la durée de ces moments de souffrance et quel est leur impact sur notre quotidien. Et quelle que soit la distribution de ces moments dans nos vies, avec ces techniques que je partage dans le livre, on peut diminuer le nombre de moments de résistance, de souffrance et augmenter le nombre de moments de bonheur. C'est ce que j'ai découvert pour moi et qu'aujourd'hui j'ai à cœur de partager. Et que vous avez découvert en faisant 3 ans de voyage dans le monde entier. Ça, c'est une aventure aussi étonnante, Jonathan Lehman. Oui, parce que en fait, je suis devenu comme une sorte il y avait une sorte de boulimie d'apprentissage sur la question du bonheur. Lire des dizaines de livres, aller à la rencontre de penseurs, faire des retraites, essayer toutes sortes de choses. Et c'est ça que je fais aujourd'hui en tant qu'étudiant du bonheur. Oui, mais en même temps, vous êtes allé en Inde, où Dalida était allé avant pendant quelques mois, et puis était revenu parce que le sage lui avait entendu ses cassettes et avait dit revenez en France, continuez à chanter. Mais vous avez fait l'Inde, vous avez fait la Californie, vous avez fait beaucoup de pays où vous avez cherché le bonheur. Oui, ce que je cherchais en fait, c'était des techniques et des enseignements. Et de tester ces techniques et ces enseignements pour voir qu'est-ce qui fonctionnait pour moi. Si vous voulez, comme quelqu'un qui va se mettre au sport et qui va voir est-ce que je préfère le crossfit ou est-ce que je préfère le tennis, et pour pouvoir ensuite partager ça avec des personnes justement qui ont peut-être pas le temps de tout essayer. Et vous avez rencontré un maximum d'enseignants spirituels et de penseurs. Oui, j'ai été dans des ashrams, j'ai été dans des centres de retraite, j'ai testé différentes techniques de méditation. Il y a tout quand même, hein. Il y a le bon et le mauvais, non ? Oui, absolument, comme dans tout, hein. Oui. Comme dans la restauration, comme dans le sport, comme dans tout. Donc c'est exactement ça. Il faut, je pense qu'il faut tester les choses pour pouvoir en parler de façon éclairée. Alors, il y a quelqu'un d'étonnant qui serait la réincarnation d'un lama tibétain, c'est Steven Seagal, le comédien. Il s'est converti au bouddhisme et un maître de l'école bouddhiste tibétaine a expliqué que d'après lui, c'était un tulku, une réincarnation d'un grand lama tibétain du nom de Shungraj Dorje qui a vécu au XVIIe siècle. Je vous le dis, l'information telle qu'elle est. Alors, c'est plus ou moins crédible. Alors, vous avez donc développé une connexion à votre corps, à la nature et à autrui. Ce sont les 3 points importants.
Oui, absolument. Avant, j'étais connecté principalement à mon mental Oui. et à l'histoire que je me racontais sur ma vie. J'avais pas cette connexion à la nature, qui est une connexion à l'instant présent. Et puis, ma connexion aux autres était plus limitée. Mais à partir du moment où j'ai appris à donner plus d'amour à mon corps, à augmenter ce qu'on peut appeler l'espace entre la perception et l'interprétation, qui augmente l'accès à la nature, j'ai pu effectivement changer ce rapport à moi-même, à mon corps et à autrui. Alors, vous avez découvert le bouddhisme, les philosophies antiques, la neurologie et le chamanisme même. Oui, j'ai eu la chance de découvrir et de pratiquer toutes sortes de pratiques différentes, oui, et de rencontrer des enseignants, d'échanger avec eux. Et le bouddhisme à l'époque, bon, aujourd'hui tout le monde en parle, on n'en parlait pas beaucoup à l'époque, Jonathan Lehmann. Oui, vous savez, moi, c'est pas tant le bouddhisme qui est une religion ou même un ensemble de religions, mais plus la pensée originelle de Bouddha. Et notamment cette technique de méditation qu'il a découverte, qui s'appelle Vipassana, et qui consiste tout simplement à observer les sensations dans le corps, qui sont à la base de toutes nos émotions. L'idée étant que si j'observe ces sensations qui sont impermanentes sans y réagir, je vais apprendre à beaucoup mieux gérer mes émotions, à laisser passer ma colère, à laisser passer ma tristesse. Il ne s'agit pas d'être en déni de ces émotions, mais d'apprendre à connecter aux sensations physiques pour mieux les gérer. Oui. Et d'ailleurs, le Bouddha était célèbre pour les enfants à cause d'une bande dessinée de Franquin, Les aventures de Spirou, le prisonnier des Bouddhas, qui a été un album culte des années 60. C'est comme ça que des enfants ont découvert Bouddha, alors qu'au départ, c'était une histoire liée à la guerre froide entre Américains et Russes. Oui. Alors, vous avez fait aussi un livre, Le journal intime d'un touriste du bonheur, et à votre grande surprise, ce livre est devenu un best-seller. Oui. Comment ça s'est fait ? C'était incroyable. Je suis parti en Inde pour écrire le livre qui est sorti hier, Les Antisèches du bonheur. Mais j'ai fait une retraite Vipassana, 10 jours de méditation, 10 heures par jour, dans le silence total. Et il s'est passé quelque chose en sortant de cette retraite, c'est qu'il fallait absolument que je raconte ce qui s'était passé. C'était l'expérience la plus folle de ma vie. Et de là est né ce livre, Journal intime d'un touriste du bonheur, qui est mon voyage en Inde, justement, à faire du shopping spirituel, à la rencontre d'enseignants et à l'expérimentation de différentes techniques. Et chaque fois que je parle de ce livre à des gens, ils disent « Ah oui, on le connaît, le voyage en Inde. » Ça a été un phénomène de société. Comment l'expliquez-vous ? Je pense que il y a une vraie recherche aujourd'hui d'un autre mode de fonctionnement. Il y a une compréhension instinctive de cette tyrannie du mental, de cette petite voix qu'on a dans la tête et qui nous crée du stress et de la frustration. Et ce qui se passe, c'est qu'on parle de ces choses-là, mais les personnes qui nous en parlent, on les met un petit peu parfois sur un piédestal, un moine, un grand psychiatre, des personnes pour qui j'ai énormément de respect, mais c'est difficile de s'identifier avec eux. Ce que je partage dans Journal intime, c'est mes erreurs, c'est mes gamelles, c'est mes colères, c'est mon narcissisme, c'est mes addictions. Et donc les gens se reconnaissent et disent « Attends, si lui, il peut faire ces choses-là, moi aussi j'ai ces mêmes problèmes dans ma vie, je peux faire comme lui. » Et je pense que c'est ça qui fait que les gens ont connecté avec cette matière. Voilà, il y a eu le premier livre, il y a le second, on en parle dans quelques instants à travers une autre date, le 4 mars 2020. A tout de suite sur Sud Radio avec Jonathan Lehmann. P6. Sud Radio, les clés d'une vie, celle de mon invité Jonathan Lehmann. 4 mars 2020, sortie de Les Antisèches du bonheur chez HarperCollins. Et ce livre, finalement, c'est la conséquence, la résultante de tout ce que vous avez fait. Absolument, oui. C'est une synthèse de 10 années de recherche et d'expérimentation sur la question du bonheur pour aboutir à 3 habitudes et 15 principes qui ont complètement transformé ma vie, qui ont transformé la vie de beaucoup de gens de la communauté des Antisèches du bonheur. Mais il y a une communauté qui est née. Oui, il y a une communauté qui est née d'abord sur Facebook et puis sur les autres réseaux sociaux. Au début, juste je partageais une méditation guidée, je voulais voir si ça intéressait des gens et ça intéressait beaucoup de personnes, donc de plus en plus du contenu comme ça de partage de ce que je m'appliquais, qui fonctionnait, pour voir si ça fonctionnait pour les autres. Voilà, et il y a Internet et les librairies, puisque vous êtes déjà numéro 1 des ventes, et pas seulement grâce à cette communauté. Pourquoi les antisèches ? Les antisèches, c'est pour les cancres, c'est pour les personnes qui n'ont pas le temps de réviser pour l'examen et qui ont besoin d'un petit truc qui est peu chronophage mais qui va avoir un gros impact. Vous savez, c'est le principe de Pareto qui dit que dans énormément de situations, 80% des conséquences viendraient de 20% des causes. Cette idée que si par exemple vous faites 90 minutes de sport, vous allez prendre 80% des bienfaits dans les 18 premières minutes. Et donc moi l'idée c'est d'aller justement à ça, à l'essentiel, et
de recommander 10 petites minutes de méditation, 30 secondes de gratitude, des petites choses qui vont pas prendre beaucoup de temps, mais qui vont transformer la vie. Et si vous sortez le livre dans d'autres pays, je vous signale que les antisèches en Belgique, ça s'appelle les copions, les mascognes en Suisse, et dans le Midi, on appelle ça les tustes, et dans l'Est, les fafios. Ah ouais, Donc, faudra faire des éditions spéciales. Génial. J'ai eu des Belges, des Suisses et des Québécois qui savaient pas du tout de quoi je parlais avec les antisèches. Voilà la raison. Alors finalement, vous évoquez la pensée humaine qui est pas aussi simple qu'on pourrait le croire dans notre cerveau. C'est ce que vous avez étudié pendant 10 ans, Jonathan Lehman. Oui, je pensais que j'étais un cas unique d'avoir autant de pensées. Et je pensais même que c'était un signe d'intelligence. Et je me suis rendu compte qu'en fait, pas du tout. Nous avons tous des dizaines de milliers de pensées chaque jour. Il n'y a pas de bouton off pour éteindre le mental. Et c'est ça qui nous coupe de l'instant présent et qui peut venir nous créer beaucoup de moments de frustration qui sont pas nécessaires. Et ce qui est encore plus compliqué, c'est que la pensée, elle est principalement négative à cause de ce phénomène cognitif qui s'appelle le biais de négativité. Et donc, quand on met tout ça ensemble, ça fait que le mental peut être vraiment comme un chien fou qui va venir nous mordre souvent et mordre les autres, mais on peut le transformer. Alors ça veut dire qu'on voit toujours le verre à moitié vide au lieu du verre à moitié plein dans notre pensée. Et il ne faut pas parler de bonheur, mais d'absence de souffrance. Ce serait l'idéal. Alors oui, parce que le bonheur, c'est extrêmement subjectif. Pour certains, c'est gravir une montagne. Pour d'autres, c'est être dans une fête. Donc c'est difficile de définir le bonheur. Mais en revanche, ce qui empêche ou ce qui diminue le bonheur, c'est universel, c'est la même chose pour tout le monde. C'est le stress, c'est la peur, c'est la colère, c'est la tristesse, la frustration, la culpabilité. Et donc, pour avoir une définition fonctionnelle qui nous permette d'évoluer, c'est très utile de définir le bonheur comme l'absence de souffrance. Et ceux qui vous suivent et celles qui vous suivent, souvent sont condamnés au stress pour des tas de raisons d'ailleurs, et vous les aidez à travers ce mental. Oui, absolument. Il suffit de faire des tout petits exercices, des petits exercices de gratitude, des petits exercices de méditation, notamment avec une appli. Moi, j'en ai une qui s'appelle Seven Mind et qui permet de faire des exercices de l'attention pour justement diminuer l'impact de cette voix dans la tête, de ce mental tyrannique et augmenter la connexion à soi, la connexion à la nature, comme vous disiez tout à l'heure, la connexion à l'instant présent. Et cette appli, c'est justement la résultante d'années de travail et de recherche. Oui, absolument. En fait, je vois ça, si vous voulez, je vois le livre et l'appli comme un kit de bonheur. Le livre, c'est la théorie pour comprendre de quoi il s'agit et l'appli, c'est vraiment la mise en pratique pour se créer une habitude qui va changer notre interaction avec notre mental. Et celles et ceux qui vous suivent ont changé, vous ont écrit qu'ils ont changé grâce à vos conseils? Vous savez, ça c'est une des choses les plus incroyables dans mon travail. Je reçois de plus en plus de messages de gens qui disent que ces enseignements que je fais que partager ont transformé leur vie. Et donc eux, la chose qu'ils ont le plus à cœur, c'est de le partager autour d'eux. Et c'est pour ça que c'est en train de grandir de cette façon-là. Voilà. Vous avez aussi un amour pour la musique et votre bonheur, c'est d'écouter ce groupe. Red Hot Chili Peppers, c'est votre groupe préféré, je crois, c'est assez étonnant. Qu'est-ce que je les aime. Et pourquoi, comment? Oh, je les adore, je sais c'est pas. Un groupe de rock américain de Los Angeles. Oui. Et ils ont des textes sur l'amitié, l'amour, la sexualité et la drogue. Ouais, mais parce que eux, justement, aussi, ils ont un cheminement dans lequel je me reconnais. Ça veut dire, ils partent de cette ambiance rock'n'roll, le sexe, la drogue, etc. Et pour avoir une vraie évolution qu'on peut qualifier de spirituelle aujourd'hui, de vraiment de changer et de sortir de cette vibration-là et dans une vibration qui est beaucoup plus saine. Et je me reconnais beaucoup dans leur évolution. J'adore leur musique, elle me parle énormément. Et puis c'est la culture du surf, c'est la culture du skate, c'est tellement de choses. Alors, vous évoquez dans votre livre une chose étonnante. Nous aurions en nous 500 millions de moments de vie, Jonathan Lehman. Alors oui, c'est cette idée que je trouve vraiment utile que un moment durerait en moyenne 3 secondes. C'est extrêmement arbitraire, mais on a remarqué que il y a beaucoup de comportements de mammifères. Le temps qu'une girafe met à mastiquer de l'herbe, le temps qu'un panda met à faire ses besoins, la durée moyenne d'embrassade d'athlète olympique à la fin d'une épreuve. Sauf en ce moment. Oui, sauf en ce moment. 3 secondes. Mais donc l'idée, c'est qu'on peut diviser la vie
en moments de 3 secondes. Et que si on postule qu'on vit 80 ans et qu'on dort un tiers de ce temps, ça veut dire qu'on a 500 millions de moments de 3 secondes, 500 millions d'opportunités d'être dans le bonheur ou la souffrance, dans l'acceptation ou la résistance à l'instant présent. Et moi, mon intention avec les anti-sèches, c'est juste d'aider les gens à augmenter le nombre de moments, le nombre de parties de jeux vidéo de la vie, tel que je l'appelle, qu'on gagne, et de diminuer le nombre qu'on perd. Oui, alors il y a une chose étonnante, c'est que souvent, et c'est de plus en plus courant, on pense à quelque chose, on l'oublie dans les 3 secondes, justement. C'est un phénomène. Est-ce que c'est lié à ce phénomène ? Oui, mais c'est lié au fait que la pensée, elle ne marche pas de façon séquentielle. Ça va dans tous les sens. Et c'est pour ça qu'on a besoin d'exercice de l'attention. Et un exercice, d'ailleurs, dont je parle dans le livre, qui est extrêmement utile pour ça, c'est sortir les poubelles mentales. C'est si j'extériorise ma pensée, si j'écris toutes les pensées que j'ai dans la tête pour réussir à mieux voir ce qu'il y a dans mon mental, alors j'arrive à prioriser, j'arrive à hiérarchiser, et j'arrive à savoir qu'est-ce qui est important, qu'est-ce qui l'est moins. C'est un peu comme la différence entre le calcul mental et le calcul sur papier. Voilà. Et d'ailleurs, vous donnez un exemple du bon choix à faire lorsque vous êtes retrouvé un jour face à un steak alors que vous ne mangez pas de viande, Jonathan Lehmann. Oui, alors ça, c'est la différence entre les concepts et les croyances. Ce qui est très important, c'est de ne pas mettre trop de choses au rang de croyances, à savoir des choses qu'on intègre au sens de qui nous sommes, à notre moi histoire, de prendre ces croyances et de les mettre au stade de concept, à savoir des outils qu'on peut décider d'appliquer ou de ne pas appliquer, et en fonction des éléments en présence. Et sur cette question de la viande, effectivement, moi, ça fait des années que je mange pas de viande, et je me suis retrouvé avec des amis de mes parents très âgés qui m'en ont servi. Je savais que j'allais les mettre sans doute dans l'embarras si je leur disais que j'en mangeais pas. Donc j'ai décidé de pas appliquer ce concept juste à cet instant-là, pour privilégier le concept de les respecter et de pas. Et donc ce jour-là, j'ai mangé de la viande. Oui, et vous avez eu une bonne surprise parce que la viande était bonne en plus. Et j'ai eu une bonne surprise parce que la viande, j'en ai pas remangé depuis, mais sur le coup, c'était très bon. Bon, alors vous évoquez aussi des 2 formules très importantes dans votre histoire, c'est le moi présent et le moi historique. Qu'est-ce que c'est exactement, le moi histoire ? En fait, c'est cette idée qu'on a un moi qu'on partage avec tous les autres animaux, qui est le moi présent, qui vit sa vie au travers des 5 sens à chaque instant. Qui est capable justement de connecter à la nature, de connecter à la musique. Et on a un moi qui est spécifiquement humain, qui dépend du langage et qui ne vit que dans le passé et dans le futur. Ce disque dur qu'on a tous à l'intérieur de notre tête pour raconter notre vie à nous-mêmes, aux autres, nos goûts, nos opinions, etc. Le problème, c'est que cette partie de nous, le moi histoire, prend une place qui est beaucoup trop importante et qui fait qu'on est coupé de l'instant présent, on est coupé du moi présent. C'est ce qu'on appelle la nostalgie. Alors la nostalgie, ça fait partie de ça, mais la nostalgie, ça peut être quelque chose de très positif. Le problème, c'est si le mental et si l'histoire de notre vie prend trop de place, alors on est coupé de l'instant présent. Vous savez, il y avait cette expérience incroyable qui avait été menée par le Washington Post il y a quelques années avec le violoniste Yehuda Berg, qui était un grand violoniste qu'on a mis dans le métro à Washington avec son Stradivarius qui coûtait des millions de dollars. Il jouait à guichet fermé le lendemain et on s'est demandé combien de personnes vont s'arrêter pour l'écouter sur les milliers de personnes qui passent dans le métro. Et il y a à peine une dizaine de personnes qui se sont arrêtées parce que les gens étaient trop occupés par l'histoire de leur vie pour remarquer ce qui se passait à l'instant présent. Et l'idée, c'est que nous sommes tous ces personnes qui passons devant des violonistes incroyables qui jouent sur des instruments mythiques, mais parce que on ne s'est plus connecter à l'instant présent, parce que cette voix dans la tête et cette histoire de notre vie est trop forte. Et il y a 2 mots qu'on confond parfois alors que vous les différenciez, Jonathan Lehmann, c'est joie et plaisir. Oui, alors ça, on peut définir le plaisir comme étant le bonheur qui vient d'une circonstance extérieure, une religieuse au café, un verre de vin, et la joie qui est le bonheur qui va nous venir de l'intérieur. Et l'idée, c'est que la joie, c'est un muscle. Et on peut apprendre à moins dépendre des plaisirs. Ça ne veut pas dire ne pas s'adonner à des plaisirs, parce que pourquoi pas, mais augmenter notre capacité à retrouver cette joie de vivre qu'on avait naturellement quand on était enfant. Et qu'on retrouve par la pratique de la méditation. Oui, pour rester de grands enfants, en Exactement. fait. Alors, il y a une chose avec les réseaux sociaux, les gens en parlent d'eux-mêmes, et vous dites aussi dans ce livre, Jonathan Lehmann, qu'il faut écouter pour recevoir plutôt que répondre. Oui, parce que je crois que c'est un des grands problèmes dans la communication aujourd'hui. On s'écoute plus. On n'écoute plus. On n'écoute plus. On interrompt les autres, on essaye de caser des choses qu'on a envie de dire, alors qu'on peut transformer l'écoute en cadeau.
avec les questions qu'on pose, et vous en savez quelque chose. On peut transformer l'écoute en danse verbale pour aider la personne qui partage avec nous, l'aider à nous faire un cadeau. Oui, c'est exactement ce qu'on fait dans les clés d'une vie chaque jour, puisque Absolument. on vous reçoit pendant un long moment, ce qui ne se fait pas ailleurs, où on a 3 minutes pour parler, et vous en parlez très bien, et on a tous très envie de vous lire ces Anti-Sièges du bonheur chez HarperCollins. Merci de votre combat, et continuez ainsi, Jonathan Lehmann. Merci beaucoup, Jacques. Merci à vous, et comme vous, nous parlons vrai. Dans quelques instants, on retrouve Brigitte Lahaie, et nous, on se retrouve bien sûr demain à 13h pour d'autres clés d'une vie. Bonne journée, merci, à demain.